Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Comment répondre aux défis santé dans le département? Les besoins sont nombreux. Outre le deuxième hôpital annoncé mardi par le président de la République, quels sont les projets? On en parle avec notre invitée Dominique Voynet, directrice de la future agence régionale de santé Mayotte. Proposer de la volaille de qualité avec une traçabilité qui ne souffre d'aucune méfiance, c'est l'objectif depuis 3 ans des acteurs de la filière avicole. Autant dire donc que la modernisation se poursuit dans le secteur. Ils ont entre 18 et 25 ans et ce matin, ils ont suivi la journée de défense et citoyenneté. Et vous le verrez, il n'a pas seulement été question des droits et devoirs du citoyen. Un reportage à suivre de René Lataste. Mais d'abord, les agents du SIAM, syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, sont en grève illimitée depuis le 14 octobre dernier. Bientôt donc 2 semaines que les services sont paralysés. Les agents restent mobilisés contre la privatisation de leur outil de travail. Hachim Saïd Hachim et Fahar Hosseini. L'inquiétude est profonde chez les agents du syndicat des eaux et d'assainissement de Mayotte. Mobilisés depuis le 14 octobre, ils dénoncent des dysfonctionnements en interne et disent non au projet de privatisation du syndicat des eaux et d'assainissement. Quelqu'un qui prend une prestation, il prend cette prestation et puis il essaye de regarder là où il va faire des bénéfices. Mais ici, au syndicat, quand on est jusqu'à maintenant, c'est trop cher. Et si on prend ça, c'est sûrement que normalement on va payer le prix de l'eau au moins à 2 € en plus, c'est-à-dire que quand là on est à 2 €, là on va passer à 4 €. Ce sera le double. Et puis comment on va faire les gens qui n'ont pas les moyens? Depuis 11 jours de grève, le mouvement n'a enregistré aucune avancée dans leurs revendications. Ce qu'attendent les agents, c'est qu'il y ait une réunion tripartite entre les représentants des agents, la préfecture et le CEAM, disons les décideurs du CEAM, pour que les choses soient claires. Parce qu'on ne peut pas en permanence continuer à dire qu'il y a des problèmes alors que les agents n'ont pas le dossier en main, ils n'ont pas une connaissance réelle de où sont les problèmes. Une rencontre pour déterminer les responsabilités de chacun dans ce conflit. Il y a l'État qui envoie la responsabilité au syndicat, au gérant du CEAM, et il y a le CEAM qui envoie la responsabilité à l'État, que c'est l'État qui a bloqué tous les fonds de son niveau pour que le CEAM se trouve dans des difficultés financières aujourd'hui. Donc au cours de cette réunion, tout se dira et on saura qui dit quoi et on saura comment orienter l'avenir des agents qui sont dans cette structure. Pour fixer l'avenir de la centaine d'agents du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, les syndicats espèrent l'ouverture des négociations dans les prochains jours. Mayotte, le plus grand désert médical français, connaît des difficultés pour faire venir des praticiens. La télémédecine reste une proposition, voire une solution pour pallier en partie l'accès aux soins. Le dispositif fait en tout cas son chemin auprès des particuliers par le biais des complémentaires santé. En métropole, la télémédecine n'est pas nouvelle et elle est même plébiscitée par les mutuelles. Chez nous, seule la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, offre à ses adhérents la possibilité de consulter à distance. Les précisions dans Liad Bouanaïssa et Atoumani Simba. En cette période de disette médicale, quand le médecin traitant n'est pas disponible, la téléconsultation est un autre recours que celui d'aller se présenter aux urgences pour une pathologie de médecine générale. Il ne faut pas se mettre dans la tête que la téléconsultation remplace complètement la consultation physique. C'est d'ailleurs pour ça, comme vous l'avez vu, qu'on pose toujours la question du médecin traitant et de sa disponibilité. Ça vient en recours. Ça peut répondre à beaucoup de pathologies, notamment la pathologie infectieuse qui peut se présenter de manière inopinée. Annie ne se sentait pas bien et donc a décidé de consulter à distance. Elle a obtenu en quelques minutes une ordonnance. Je suis très satisfaite. Ça permet de rencontrer un médecin et d'avoir une ordonnance dans des délais raisonnables. Parce que là, ce matin, je me suis levée fiévreuse et on me proposait un rendez-vous seulement demain avec mon médecin traitant. Ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai que c'est surprenant de voir qu'on a le stéthoscope et que lui, à distance, il entend l'auscultation des oreilles.
Pour l'instant, la téléconsultation s'adresse à tous les adhérents MGEN ainsi qu'à tous les agents du vice-rectorat, même s'ils ne sont pas adhérents à la mutuelle. Il suffit d'amener sa carte vitale et la prise en charge est assurée. Pour l'instant également que des consultations avec des généralistes, en projet et à court terme, des téléconsultations avec un dermatologue, cardiologue et pneumologue. La santé était également au menu du discours du chef de l'État lors de sa visite chez nous mardi. Emmanuel Macron a annoncé la construction, ou en tout cas le projet d'un nouvel hôpital. Et vous allez le voir, pour les syndicats, eh bien, ce ne serait pas une surprise. Yasmine Jaffar et Alda Alidi. Nous avons lancé les investissements et les études pour un deuxième hôpital. Ce sera 170 millions d'euros d'investissement en matière de santé sur les prochaines années. Ce ne sera pas un hôpital flambant neuf. Les syndicats du monde de la santé que nous avons rencontrés sont unanimes. L'annonce d'Emmanuel Macron n'en est pas tout à fait une. On n'y croit pas par rapport à la création de deuxième hôpital parce que ça fait plus de 10 ans que nous attendons cette création. Nous pensons que la fameuse création qui est prévue, ça va juste permettre d'étendre l'hôpital existant, notamment l'hôpital de Grand Mamoudzou, dont nous connaissons déjà les problèmes d'embouteillage. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il n'y a rien, c'est déjà des dossiers qu'on est au courant qui sont là. Il y a ce budget-là qui est déjà fléché, qu'on attend juste qu'on finisse le document pour que peut-être d'ici 3 ans, vous commencez les travaux. À Mamoudzou. À Mamoudzou et sur le site même. Il s'agirait plutôt d'une extension du centre hospitalier de Mayotte et non d'une construction nouvelle. C'est les montants qui ont été estimés pour l'extension, parce que s'il faut construire un nouveau site, je pense que ça coûtera un peu plus cher, peut-être dans les 300 millions ou je ne sais pas, mais ça coûtera un peu plus cher forcément. Il est pourtant impératif qu'un nouvel hôpital sorte de terre à Mayotte et ailleurs que dans la commune de Mamoudzou, estiment les représentants syndicaux. Celui de la Petite Terre, prévu pour juin 2018, n'a toujours pas ouvert ses portes et quand bien même, il ne répondra pas aux besoins criants. Le nombre de lits qui vont être ouverts à l'hôpital de Petite Terre pour l'unité de rééducation, par rapport aux patients qui sont en attente, les lits sont déjà quasiment pleins. Ce qui fait que même si on ouvre l'hôpital de Petite Terre aujourd'hui, on aura toujours d'autres patients qui sont en attente de lits. C'est pourquoi nous souhaitons certes accélérer l'existant, mais penser au plus vite à une création d'autres unités pour qu'on puisse prendre en charge la totalité des malades à Mayotte. Pour se soigner, beaucoup de Mahorais doivent quitter le département pour la Réunion ou la métropole. Sur place, en plus des hôpitaux surchargés, les médecins spécialistes manquent. Le passage d'Emmanuel Macron n'aura pas apporté les solutions tant attendues dans le domaine de la santé. Et je vous le disais dans les titres, la directrice de la future ARS de Mayotte est notre invitée ce soir, Dominique Voynet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, les syndicats qui disent ne pas être surpris. Alors, est-ce une construction nouvelle ou bien une extension de l'hôpital actuel? Alors d'abord, vous avez souligné le fait qu'on allait mettre en place une agence régionale de santé de plein exercice au 1er janvier. Et c'est vital parce que ça va nous permettre d'aller défendre directement nos dossiers à Paris. Le dossier de l'hôpital notamment. Deuxièmement, qu'a dit le chef de l'État? Il a dit un deuxième hôpital va être construit. Moi, je l'ai interprété comme un deuxième site va devoir ouvrir ses portes. C'est vrai que les syndicats ont plaidé pour cette solution depuis le début. Le fait qu'ils soient désormais entendus et qu'on réponde à leurs demandes concernant l'installation d'un deuxième site en dehors de Mamoudzou devrait leur faire plaisir. Ou, nous ne le savons pas encore, pour que ça marche, pour qu'on desserve vraiment la contrainte sur Mamoudzou, il faut s'installer vraiment à distance, en un lieu central et accessible pour l'ensemble des populations de l'archipel. Donc pour le moment, ce serait donc une nouvelle construction. On l'a vu aussi dans un autre reportage précédent, celui-ci, la télémédecine. On sait qu'il y a un problème d'attractivité dans le département, on a du mal à faire venir des praticiens. Est-ce que là, ça serait une des solutions qu'il faudrait généraliser dans le département? Vous avez dit que Mayotte était le plus grand désert médical de France. C'est un désert médical, c'est vrai. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus grand. Hélas, on manque de médecins un peu partout. L'e-santé, la télémédecine, la téléconsultation peuvent nous aider considérablement, pas seulement pour des consultations directes entre un patient et un médecin à distance, mais aussi pour les professionnels de santé qui sont là, quand ils ont besoin d'un avis spécialisé, quand ils ont besoin d'un examen complémentaire difficile. Un exemple, par exemple, l'accident vasculaire cérébral, réaliser l'IRM en urgence à Mayotte
c'est possible. Le faire interpréter jour et nuit, 365 jours par an, par un médecin à distance, ça se fait déjà dans beaucoup d'autres endroits. Alors, Dominique Voynet, lors de votre arrivée à Mayotte, pour votre installation, vous avez dit que la santé à Mayotte était un grand chantier, un défi à relever. Est-ce que depuis plus près d'un mois maintenant que vous êtes ici, vous avez quelques pistes pour relever ce grand défi? Alors, l'amélioration de l'offre hospitalière, c'est un chantier. L'amélioration de l'installation de professionnels libéraux bien répartis sur les territoires, c'est un chantier. La prévention, dans le domaine de l'alimentation, de l'hygiène, du suivi de la grossesse, de la santé sexuelle et reproductive, ce sont des chantiers absolument fondamentaux ici. Avec une difficulté, on n'a pas une population à Mayotte, on en a deux. On a des gens qui aspirent à un niveau de soins spécialisés comparable à celui qui existe dans la plupart des grandes villes et en métropole. Et on a aussi des gens qui ont besoin de soins de santé de base, je dirais de soins de santé primaires. Et comment on doit tenir vivre l'ensemble. Ces deux mondes qui vivent de manière parallèle alors? Mais on a déjà des services très spécialisés, de très bonne qualité, aux urgences, en néonatologie, en diabétologie. On sait parfaitement répondre à des besoins complexes. Et puis dans les dispensaires, on répond aux besoins de base. Mais c'est vrai qu'on manque globalement de professionnels. Moi, je veux aussi changer l'image de Mayotte à Paris et dans les universités, convaincre que c'est passionnant, intéressant de venir à Mayotte. Le fait que j'ai accepté ce poste, ça commence à faire bouger les lignes. On se dit que je ne suis pas venue pour être punie. Avec quels arguments vous défendez ce dossier-là, justement? Juste dire que c'est intéressant de venir exercer ici? C'est passionnant, parce qu'on voit ici des choses qu'on ne voit plus nulle part ailleurs, qu'on peut prendre des responsabilités, qu'on peut se sentir utile au plus près de la population. La population, elle est en demande, elle est en attente, elle a des besoins, et il n'y a pas de plus grande satisfaction pour un professionnel que d'y répondre. L'argent, ça ne fait pas tout. On peut augmenter les primes, on attirera des mercenaires, on peut surtout améliorer les conditions de travail, améliorer le regard qu'on porte sur les équipes, leur dire qu'on est fier de ce travail fait pour les Mahorais et qu'on a besoin effectivement de leurs compétences. Beaucoup choisissent désormais de rester à Mayotte. Et quelle est la place aujourd'hui pour la formation professionnelle? On sait que les syndicats sont en demande de ces formations professionnelles pour les agents. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, le chantier de la formation est un peu en panne, il faut le reconnaître, et ça fait partie de mes priorités. Je pense que pour les agents qui sont déjà en place, dans les services de l'hôpital, dans les dispensaires, dans les services de la PMI, il y a une grande demande de formation, de qualification. On a besoin effectivement non seulement de compétences nouvelles, mais on a besoin de ne pas laisser en friche les compétences et l'envie de bien faire des personnels qui sont déjà là. Donc un programme de formation bien financé par l'ARS, bien financé par les moyens de la formation continue, ça fait partie de nos priorités et c'est facile et rapide à mettre en place. Et en ce moment, pour une dernière question, quel est le dossier que vous défendez auprès de l'administration centrale? Alors, je suis en train de travailler comme beaucoup sur le dossier de l'extension et de la diversification des sites de l'hôpital, parce que c'est un dossier coûteux. Un syndicaliste a dit qu'on ne s'en sortirait pas avec 170 millions d'euros. Il a bien raison. Il nous faudra sans doute des moyens supplémentaires. Je travaille aussi sur la fidélisation des médecins qui sont là, sur le renforcement des équipes d'infirmiers, de sages-femmes, d'aides-soignants. Et vous l'avez vous-même évoqué, sur le dossier de la formation professionnelle. Alors aujourd'hui, une toute dernière question. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la poliomyélite. On sait qu'à Mayotte, pas seulement qu'à Mayotte, il y a des gens, les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants. Vous êtes médecin de formation. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces parents-là qui sont réfractaires à faire vacciner leurs enfants? D'abord que personne ne s'amuse à prendre en charge leurs enfants pour leur nuire. Si on leur propose cette vaccination, c'est parce qu'on considère que le risque existe à Mayotte et qu'il doit être absolument conjuré. On a ici des maladies qu'on ne trouve plus beaucoup en métropole ou ailleurs. La lèpre, la tuberculose, la typhoïde sont des maladies qui sont préoccupantes. On parle beaucoup des maladies vectorielles, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la dengue ou le paludisme, mais aussi des maladies très lourdes, très invalidantes qui pénalisent la vie des Mahorais. On ne doit perdre aucune vie pour des maladies qui peuvent se soigner. Merci beaucoup Dominique Voynet d'avoir répondu à nos questions ce soir. On poursuit ce journal avec le deuxième jour de visite du président Emmanuel Macron à La Réunion et à son arrivée hier.
Il y a eu quelques échauffourées non loin de l'aéroport. Emmanuel Macron a par ailleurs fait un discours devant tout un parterre d'acteurs économiques et de représentants de gouvernements de la zone océan Indien dans le cadre du sommet Choose la Réunion. Le chef de l'État qui a affirmé croire en une stratégie indo-pacifique où la Réunion deviendrait l'épicentre. Delphine Poudroux, bonsoir. Alors, quels sont les temps forts de cette deuxième journée de visite présidentielle? Bonsoir. Alors, oui, bonsoir Siti. Alors comme vous l'avez dit, deuxième jour de visite aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Le président de la République a fait cette visite sous tension, en tout cas deuxième jour sous tension, avec des gilets jaunes encore mobilisés ce soir même à l'heure où je vous parle au port, avec des échauffourées et peut-être des voitures incendiées. Information à confirmer d'ici quelques minutes. Au programme du président de la République ce soir, aujourd'hui en tout cas, deux bains de foule improvisés. D'abord ce matin au Camélia, un quartier de la capitale de Saint-Denis, puis cet après-midi à Saint-Paul, dans l'ouest de l'île. Des bains de foule improvisés et peut-être nécessaires pour l'Elysée, car ici, la cote de popularité du président de la République est en baisse depuis la crise des Gilets jaunes. Et puis, il y a bien sûr les municipales de 2020 derrière cet accueil. Au programme du président également aujourd'hui, cette rencontre avec les citoyens, où on a parlé pouvoir d'achat, avec notamment ce panier alimentaire qui pourrait être financé en partie par l'État et la région pour les plus pauvres. Mais le temps fort, le plus important de cette journée, ce sont ces annonces qui ont été faites à Saint-Paul, à la mission locale de l'Ouest, avec 700 millions d'euros qui seront investis d'ici à 2022 dans l'emploi pour la Réunion. Au moment où je vous parle, l'entretien du président de la République avec la presse locale est en cours. Entretien où le président Emmanuel Macron fera sans doute des annonces, en tout cas des annonces très attendues. À l'heure où je vous le disais, les Gilets jaunes sont toujours mobilisés ici, ce soir, au port, à La Réunion. Demain, en tout cas, le président de la République rencontrera les agriculteurs avec une visite de l'exploitation agricole et puis également des producteurs locaux sur le site de Grand-Anse, dans le sud de l'île. Merci beaucoup Delphine Poudroux en direct depuis La Réunion avec les moyens techniques de Réunion la Première. Et on en vient à la filière avicole. Une conférence a eu lieu ce matin pour annoncer la poursuite de la modernisation du secteur, notamment par le processus de production jusqu'à la vente du poulet Made in Mayotte. La filière est désormais dotée d'un système de traçabilité qui permet aux consommateurs de connaître l'origine, le lieu et la nature du produit. Voilà donc pour cette conférence de presse. C'est donc un plus pour la filière qui propose depuis 3 ans maintenant ses produits dans la grande distribution. Exemple dans ce centre commercial avec Lainissa Dachim et Maolida Bouanairi. Scannez et vous avez toute l'information nécessaire sur le produit, son origine, la méthode de production. Désormais, le consommateur qui achète le poulet local peut faire son choix en toute transparence. Avec tout ce qu'on entend sur les pesticides, sur ce qu'on donne aux animaux pour les doper, pour avoir le poids, c'est toujours bien d'avoir des produits dont on connaît l'origine. Et surtout, là, le poulet ici, franchement, ça nous a dépanné parce qu'en fait, il n'y avait que le poulet surgelé. Donc, des fois, c'est au hasard. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Alors que personnellement, je l'ai essayé. Rien à dire, il est bon, propre. On sent que la chair aussi, elle est ferme. Hein. C'est une très bonne chose de savoir déjà qui a élevé le volaille, d'où ça vient, quel jour ça a été coupé et que ça a été fait. Donc je pense fort que c'est une très très bonne idée et que au moins le consommateur sait quoi il achète et d'où ça vient et surtout qui l'a produit. Ce code, nouveau pour la volaille mahoraise vendue en grande surface depuis plus de 3 ans, est un gage de qualité pour les enseignes de distribution. Celui-ci, par exemple, a été élevé à Sada avec un parcours en plein air. Quand vous allez scanner différents poulets, vous allez avoir des producteurs différents qui vont apparaître et puis dont on va pouvoir avoir des renseignements sur leur production et la qualité. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment à encourager et à développer au maximum parce que ça, c'est d'abord un gage de qualité puisqu'on produit localement. Ce sont des producteurs qui sont à proximité.
La société avicole de Mayotte, qui produit ce poulet, réunit aujourd'hui 7 éleveurs locaux. Elle compte développer son système de production avec un projet d'abattoir d'ici 2020 pour un budget de 7 millions d'euros financé par l'Europe, l'État et le conseil départemental. Une journée de défense et citoyenneté s'est tenue toute la journée ce jeudi au sein du lycée de Petite-Terre. Une trentaine de jeunes entre 18 et 25 ans se sont vus rappeler les droits et les devoirs du citoyen. La matinée a été animée par la gendarmerie qui leur a présenté les emplois qui pouvaient s'offrir à eux. Le René Lataste et Géraldine, lui, ont suivi cette instruction civique. À première vue, on est sur une scène de crime reconstituée. Donc on va venir et de manière méthodique, on va numéroter, repérer tout ce qu'on trouve. Tout ce qu'on trouve, parce que tout peut avoir une importance. Une reconstitution réaliste qui a un but. Montrer aux jeunes qu'à leur âge, beaucoup de possibilités s'offrent à eux. Moi, mon cursus scolaire, c'est Bac+2, j'ai un BTS en conception et fabrication mécanique. Rien à voir avec mon métier. D'accord ? Donc, en aparté aussi, dans votre vie, vous allez avoir des opportunités par rapport à vos goûts, des choses qui sont amenées à vous intéresser. Le jour où la porte elle s'ouvre devant vous, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Parce qu'elle se referme ou alors quelqu'un rentre à votre place. Moi, mon but aujourd'hui, c'est déjà de faire connaître aux jeunes les moyens de recrutement et surtout de leur présenter les divers métiers possibles. Une fois qu'ils ont compris comment on pouvait rentrer dans l'institution gendarmique, tout est gagné pour nous. Les jeunes regardent, écoutent, mais le coup de cœur n'est pas pour aujourd'hui. Ça vous intéresse, ouais ? Oui, ça nous intéresse. Ah non, moi je veux pas. Je veux pas aller là-bas, c'est dur. Présentation des armes d'attaque et de défense, on reconnaît les fameux lance-grenades et les flashballs qui font la une de l'actualité à chaque manifestation. Explication sur les règles de leur emploi, habillage de la véritable armure de protection qui fait ressembler les gendarmes mobiles à des soldats romains version 21e siècle aux matériaux légers et composites. Là encore, les jeunes s'intéressent, mais en gardant du recul. C'est bizarre un peu. Tu penses que tu as la vocation pour plus tard ? Non. Non. Une journée de défense et citoyenneté orientée vers l'emploi, mais qui a rappelé à ces jeunes entre 18 et 25 ans les droits et les devoirs du citoyen au sein de la République. Donc la journée de défense et citoyenneté est organisée à peu près sur Mayotte 70 fois, 70 journées au profit des jeunes Mahorais et des jeunes Français du territoire. Tout le monde y passe, c'est une obligation légale du service national. Tous les jeunes Français sont tenus de réaliser cette journée. Cette journée devrait disparaître et être remplacée par un service national universel de 2 fois 15 jours à partir de 2026. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, vous allez pouvoir suivre votre journal en mahorais juste après la météo. Très belle soirée à tous sur La Première.